Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Découvrons tout de suite ensemble les grands titres de ce journal. Nous allons prendre la mer dans cette édition. Nous nous rendrons au large du Cap Corse pour assister aux coulisses d'un exercice de dépollution sous l'égide de l'accord Ramoge dont fait partie Monaco. La mer qui constitue une belle échappatoire en cette période de crise. Nous avons la chance de vivre le long des rivages de la Méditerranée et celui qui la connaît peut-être mieux que tous, c'est l'apnéiste Pierre Frolla. Il nous dira pourquoi la mer exerce un tel pouvoir de fascination et d'attraction et comment il sensibilise les plus jeunes à sa protection. Sensibilisation et vulgarisation, c'est la mission que s'est fixée la directrice du musée d'anthropologie préhistorique. Elle sera notre deuxième invitée. Nous évoquerons avec Elena Rossoni-Notaire ce regain d'intérêt pour nos origines et pour l'histoire. Les mamans seront à l'honneur ce week-end. Dimanche, ce sera la fête des mères. Et si vous manquez d'idées, eh bien nous vous en donnerons quelques-unes avec un florilège, il faut bien le dire quand même, de cadeaux plutôt traditionnels. Franchissons donc l'espace maritime qui nous sépare de l'île de Beauté pour rejoindre le Cap Corse où un nouvel exercice en mer Ramoche-Pol a été organisé mercredi pour permettre de tester l'efficacité de la chaîne d'alerte et les outils de gestion de crise. Nous retrouvons sur place Sandrine Nègre. Oui, et nous sommes précisément à Machinage, dans l'est du Cap Corse, à environ 1 heure de route de Bastia. Derrière moi vient de se dérouler un véritable exemple grandeur nature de collaboration, d'entraide entre 3 pays, la France, l'Italie et bien évidemment la principauté de Monaco. Objectif, lutter contre la pollution marine. On s'entraîne sur un scénario où il y aurait un bâtiment en difficulté, un pétrolier, qui aurait des difficultés techniques, qui aurait une brèche, et qu'il y aurait du pétrole qui pourrait sortir de ces soutes. Il faut mettre un maximum de moyens. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on a pratiquement 14 bateaux sur l'eau, mais vous avez des gens qui viennent de différents pays. Il faut leur apprendre à travailler ensemble, à être efficace, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit à l'échec, voilà, vis-à-vis de nos concitoyens. Cet exercice a été important parce qu'il a réussi le tour de force dans des conditions sanitaires compliquées de mettre aux prises beaucoup de moyens. L'accord Ramoche a été créé en 1976 à la volonté du feu prince Régnier III de Monaco pour concrétiser justement la volonté politique de 3 pays, la France, l'Italie et la Principauté, de travailler ensemble, main dans la main, pour la préservation de la mer Méditerranée. Un travail main dans la main, effectivement, puisque les termes utilisés à plusieurs reprises pour décrire cette opération ont été les suivants: synergie, cohésion, coopération. L'état-major était de son côté basé à Toulon. Tout a donc été fait pour circonscrire cet accident fictif. Sur place, des hélicoptères, des avions, parmi les bateaux présents en Corse, la vedette princesse Gabriella de la division de la police maritime et aéroportuaire de la Principauté. Il était important pour nous que la princesse Gabriella puisse être évaluée et qu'elle puisse démontrer quelles étaient ses capacités opérationnelles dans le cadre où il y aurait donc une pollution majeure ou même mineure à proximité des côtes monégasques. Et puis il y a eu une mesure très importante qui a été prise également dans le cadre de Sûreté publique 2020 par monsieur le contrôleur général. C'est donc la mise en œuvre d'une unité de drones, donc une acquisition récente de la direction de la Sûreté publique qui a fait toutes ses preuves aujourd'hui. La réalité nous a démontré qu'en cas réel, il faut bien coopérer entre nous, les voisins surtout, et surtout il faut anticiper que la pollution puisse arriver dans les côtes parce que enlever des pollutions par la terre, sur les rochers, etc., c'est beaucoup plus compliqué que le faire à la mer. Exercice Ramoche-Pol 2021 réussi donc au large de l'île de Beauté. Le prochain exercice devrait avoir lieu en 2022, cette fois-ci du côté de l'Italie. Et les images en Corse étaient signées Serge Prémont. Nous allons rester en mer ou à proximité pour rejoindre l'apnéiste Pierre Frolla. L'élément marin est incontestablement son élément, mais il faut bien le dire, tout au long de cette crise, avec l'impossibilité de voyager ou même parfois de trop s'éloigner de Monaco, l'horizon qu'offre la mer nous a permis de vivre plus sereinement cette période de repli. Bonsoir Pierre Frolla. Bonsoir Patricia Navarro. Nous attendons tous le bout du tunnel, la fin de cette crise. Et pour tous, l'horizon de la Méditerranée a constitué une belle échappatoire. C'est l'échappatoire le plus vaste et je dirais qu'à proximité du bord de mer, comme on a la chance de pouvoir habiter nous au bord de l'eau, c'est effectivement le moyen de s'échapper très vite et d'aller prendre l'air si effectivement on se sent oppressé durant cette période morose.
Mais ce sont les profondeurs et leurs mystères que vous connaissez bien d'ailleurs. C'est l'association avec le voyage. Comment expliquer la fascination qu'elle nourrit? Déjà, le corps humain, c'est 60% d'eau. Donc je pense qu'il y a un rapport avec l'océan, la mer, l'élément liquide qui est très très important. On peut y aller de différentes façons. On peut prendre un bateau, on peut aller pêcher, on peut nager. Et je pense que 10, 15, 20 minutes au bord de l'eau, sur l'eau ou sous l'eau, ça nous permet de tout oublier. Donc c'est vraiment un échappatoire, c'est vrai. Et l'amour de la mer, la passion que l'on a pour elle, cette passion, elle se construit à l'enfance. C'est une Madeleine de Proust ou cela peut venir plus tard? C'est juste lorsque l'on dit la mer m'a pris, elle a un réel pouvoir d'attraction. Oui, pour moi en tout cas, c'est la Madeleine de Proust. Je pense que pour tous les gens qui vivent ici à Monaco, sur le littoral, c'est leur Madeleine de Proust. Mais tous les gens qui sont en vacances, à un moment, veulent venir au bord de l'eau. Donc il y a vraiment cette immensité. Là, je vous parle et j'ai la mer en toile de fond. Eh bien, c'est l'horizon à perte de vue. Il n'y a rien qui arrête mon regard. La mer, c'est vraiment un échappatoire, vous avez tout à fait raison. Mais plus que ça, c'est un moyen aussi d'intérioriser énormément. On peut peut-être entrer complètement en analyse à partir du moment où on est au bord de la mer et qu'on la regarde, tout simplement, qu'on la contemple. Regarder la mer, c'est très certainement regarder à l'intérieur de soi aussi. Elle est plus que jamais en danger. Alors vous êtes le principal témoin des menaces qui planent sur elle, et tout particulièrement en mer Méditerranée. Vous tombez tellement bien. Vous m'auriez parlé, vous m'auriez posé cette question il y a une semaine, je vous aurais dit oui, c'est vrai, la mer est en danger. Ce matin, pour la 3e fois de la semaine, nous avons plongé avec mon équipe à Monaco sur les nouveaux récifs de Monaco. C'est inimaginable à quel point les constructions sous-marines qui permettent d'avoir d'innombrables abris ont permis, en si peu de temps, parce que ça fait moins d'1 an maintenant que ça travaille, de permettre une colonisation aussi importante de poissons. C'est un recueil immense, c'est inimaginable. On a 6 hectares entièrement dédié à la prolifération des espèces sous-marines. Et ce message de protection de l'environnement, c'est le message que vous transmettez principalement aux jeunes pirates qui rejoignent chaque année votre Académie de la mer? On réintègre donc nos nouveaux locaux avec tout un nouveau programme, un programme Otari, les enfants de 7 à 8 ans. On va accueillir 10 enfants de plus, c'est-à-dire qu'on aura presque 50 enfants par semaine. Il y a vraiment une émulation de la part des familles, des enfants, des moniteurs. Tout le monde est sur le pied de guerre. Ça va être, déjà, ça va être fabuleux. Et puis en plus, l'État monégasque a vraiment mis les moyens pour que toute la jeunesse monégasque puisse, au printemps 2021, renouer avec le sport, déjà d'une part, et avec les activités aquatiques et subaquatiques. Vous retrouvez le Larvoto donc cet été, mais vous conservez le bateau qui vous a permis d'aller un peu plus loin que les rivages de Monaco? Oui, on va doubler notre capacité avec ce bateau qui nous permettait justement de nous échapper puisqu'on ne pouvait plus travailler, on va dire, plonger dans le Larvoto. Désormais, on va pouvoir de nouveau plonger dans le Larvoto. Et donc, on a ce bateau qui va transporter un groupe d'enfants ou d'adultes en dehors des eaux territoriales de Monaco, et puis un groupe d'enfants ou d'adultes qui va rester dans la réserve du Larvoto pour faire les activités. C'est vraiment un passeport multi-activités orienté sur le sauvetage aquatique, la plongée libre, la randonnée palmée, la plongée bouteille, avec en toile de fond bien entendu la sensibilisation à la faune et à la flore méditerranéenne pour les enfants à partir de 7 ans cette année. Un dernier mot, Pierre Frolat, avant de nous quitter. Vous étiez en plein cœur, il y a quelques mois, de votre grand projet à la découverte d'espèces rares, d'espèces marines, au cœur de l'océan. Où en êtes-vous? Vous aviez programmé plusieurs étapes. Ça a été très très difficile. On n'arrive toujours pas à boucler l'île Maurice et l'île de la Dominique pour les cachalots notamment. On rentre de Tenerife. Entre autres, et dans tout l'archipel autour des Canaries, où on est allé à la rencontre, entre autres, des globicéphales et d'autres espèces. C'était fabuleux. On espère quand même néanmoins pouvoir avoir des cachalots. Le livre, qui désormais s'appelle Océan face à face, sortira le 21 octobre 2021. La préface sera faite par le souverain, le prince Albert II de Monaco. Il nous reste quand même ces cachalots en cours après les cachalots depuis 1 an et demi. C'est un peu le leitmotiv de la fin de ce tournage.
On a caché les dernières choses parce qu'on a voulu quand même rester un peu secret sur certaines choses pour les faire découvrir sur le sprint final. Et j'ai vraiment du mal à ne pas montrer les dernières images quand même. Eh bien écoute, en tout cas, rendez-vous est pris donc en octobre pour la parution de l'ouvrage. Pierre Frolla, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup et très très belle soirée. Nous allons développer les autres titres de l'actualité avec Alexandra Pani. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Patricia. Le 27 mai a été déclaré par l'Assemblée nationale française comme journée nationale de la résistance. À cette occasion, la Maison de France a souhaité commémorer le souvenir des victimes et héros de la déportation. Une information pratique à destination des propriétaires de véhicules électriques. Vous êtes de plus en plus nombreux à rouler vert ici en Principauté et il est parfois difficile de trouver une borne de recharge. La plateforme Your Monaco a donc conçu une carte en temps réel des différentes bornes publiques disponibles. Il suffit de vous connecter et de chercher la borne éclairée en vert la plus proche de votre destination. Les supporters de l'AS Monaco FC y ont cru hier soir jusqu'à la fin de la rencontre. Oui, le destin de l'AS Monaco FC en Ligue des Champions s'est joué sur un tir au but manqué de David De Gea de Manchester United. Je m'explique. Si Villarreal s'inclinait hier soir en finale de Ligue Europa, les Monégasques auraient été directement qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Mais le club espagnol en a décidé autrement en s'imposant à l'issue d'une impressionnante séance de tir au but face à Manchester United. Les Rouges et Blancs devront donc encore patienter un peu avant de connaître leur futur adversaire de ce tour préliminaire. Si certains se tournent vers la mer, comme Pierre Frolla nous l'expliquait il y a quelques instants, d'autres au contraire ont mis à profit la période Covid pour se replonger dans leurs origines. Origines personnelles, mais aussi plus globalement dans l'histoire de l'humanité. Le musée d'anthropologie préhistorique est là, notamment, pour nous permettre à Monaco de redécouvrir la frise chronologique de notre histoire. Et sa directrice est notre invitée. Bonsoir Elena Rossoni-Notaire. Bonsoir Patricia. On a vraiment le sentiment qu'il y a un retour aux racines. Les sites de généalogie explosent, sans parler des jeux liés à nos origines, tels que les kits d'archéologues. Votre profession est en vogue. Tout à fait. Enfin, elle a toujours été, on va dire, pour nous, ça c'est sûr, parce que c'est un métier passion. On a de plus en plus de familles, de scolaires qui viennent au musée. On a tous les âges, toutes les nationalités, toutes les religions. Donc évidemment, l'archéologie, c'est ouvert à tous. Et ça, on fait tout pour justement partager cette passion avec le grand public et évidemment nos collègues spécialistes. Oui, et c'est vrai que ça va au-delà des religions. Mais comment expliquer cette passion pour l'histoire et les traces laissées par le passé ? Je pense qu'on a tous besoin de repères. Moi-même, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai fait ma généalogie justement pendant le confinement. On a cette curiosité du passé, nos ancêtres, nos origines. C'est l'origine de l'humanité, évidemment. Mais l'archéologie, c'est un tout. C'est la biologie, c'est la géographie, c'est l'histoire, bien sûr, la philosophie, c'est l'environnement. Donc, c'est une discipline, en fait, qui est multidisciplinaire. Donc, moi, ça ne m'étonne qu'à moitié que grands et petits s'y intéressent, en fait. Et vous-même, au musée d'anthropologie préhistorique, vous avez essayé de démocratiser en quelque sorte cette science, ou tout du moins de l'ouvrir au plus grand nombre en multipliant les opérations de vulgarisation. On veut une culture qui est vivante, malgré la crise sanitaire. La culture est restée ouverte et on en est très fiers à Monaco. Et oui, on accueille en fait tous les étudiants, tous les chercheurs. Et pour nous, c'est très important qu'elle soit accessible à tous. Je vous rappelle, on a mis par exemple l'entrée du musée à 1 €. C'est vraiment symbolique. Et c'est pour justement montrer que le patrimoine appartient à tout le monde en fait. Et que tout le monde doit s'informer un petit peu de son histoire. L'histoire qui concerne en fait tout un chacun. Et au-delà du musée, ce que l'on sait peut-être un peu moins, c'est que notre région regorge de sites où il est possible de se replonger en situation dans l'histoire. Tout à fait. Monaco, pour la petite histoire, a été occupée à minima depuis 300 000 ans. On a la magnifique grotte de l'Observatoire au sein du jardin exotique, par exemple, où on a encore fait récemment des découvertes fabuleuses. La grotte Saint-Martin, que l'on peut voir dans les jardins à côté du musée océanographique. Mais il y a aussi des grottes qui sont tout à fait de nouvelles découvertes grâce, on va dire, aux chantiers qui se déroulent en principauté. Donc, des découvertes sont réalisées tous les jours, en fait, sur notre petit territoire de 2 km².
Et que prévoyez-vous dans les semaines qui viennent ou mois qui viennent pour continuer d'entretenir la flamme autour du musée d'anthropologie ? Alors on va évidemment relancer grâce à notre médiateur scientifique toutes les animations vacances qui connaissent un grand succès auprès de nos jeunes. Le passeport culture, évidemment, on sera encore présent cette année. On prépare une très belle exposition, inédite encore, sur les voyages dans l'au-delà à travers différents pays, à travers différentes périodes. Et puis évidemment, continuer à recevoir nos collègues chercheurs pour des conférences et d'autres événements que nous gardons encore secrets pour l'instant. Au gré des discussions que vous avez avec le public qui se rend au musée, est-ce qu'il y a une tranche de l'histoire qui intéresse plus particulièrement le grand public ? Alors il y a tous les goûts, hein, on dit, sont dans la nature. Il y en a qui adorent la préhistoire, voir du renard polaire, du renne, le fameux mammouth par exemple aussi. On en a d'autres qui sont passionnés de l'Antiquité gréco-romaine, et puis d'autres qui sont plus médiévistes. Le Moyen-Âge les attire avec les Grimaldi, bien sûr. Donc le rôle aussi du musée, c'est d'intéresser toutes ces personnes en renseignant toutes ces périodes qui sont présentes à Monaco. Donc évidemment, on est spécialisé en préhistoire, mais toute la diachronie nous intéresse évidemment. Et en matière d'histoire, j'imagine aussi qu'il faut recouper les informations et l'ouverture vers vos homologues étrangers est importante. Tout à fait. Notre passé, il n'y avait pas de frontières, ou alors les frontières ont été bousculées, on va dire, dans les périodes plus récentes. Donc évidemment, c'est toujours très intéressant de comparer avec les confrères, les différents laboratoires, les différents musées à travers le monde. Pourquoi ? Parce que si on trouve des points communs, c'est significatif. Si on trouve des différences, ça l'est aussi. Elena Rossoni-Notaire, merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui en quête d'histoire. Merci à vous. Le retour d'Alexandra Pagny pour un point info culturel. Oui Patricia, et cette annonce, le Forum des associations culturelles se tiendra les 5 et 6 juin après-midi à l'auditorium Régnier 3. Ce salon permet de présenter la diversité de la vie associative culturelle de la Principauté. Et justement, plusieurs concerts seront organisés prochainement par des associations monégasques, Alexandra. Effectivement, Patricia, et le premier est organisé en collaboration avec l'Académie Régnier 3. Le musicien Julien Joubert propose un one-man show pédagogique et musical ce samedi à 14 h à l'auditorium Régnier 3. Samedi 5 juin, autre ambiance du côté du Fort Antoine. La jeune association WAM propose un concert matinal de 10 h à midi avec le groupe hollandais Mafood et Ensemble. Et enfin, le 10 juin, les artistes associés proposeront au public de fêter leurs 20 ans à 20 h au Théâtre des Variétés. Et puis un rendez-vous à marquer d'une pierre blanche dans vos agendas. C'est dimanche que nous célébrerons la fête des mères. Qu'allez-vous offrir à votre maman ? Réponse avec ces témoignages recueillis par Juliette Rappert. Alors moi je suis fleuriste, donc ce ne sera pas très original, mais ce sera des fleurs. Parce que comme elle habite loin, c'est un petit peu le plus simple pour envoyer un petit cadeau en tout cas. J'attends samedi, je vais aller regarder un peu, faire les boutiques pour voir ce qu'il y a à acheter. Alors oui, on voudrait lui offrir quelque chose, mais on est un petit peu en retard là, donc je ne sais pas encore ce qu'on va trouver. Je pense qu'on va lui offrir un week-end dans un genre de Center Parks pas trop loin, et puis pour dire qu'on puisse passer un petit peu de temps en famille, quoi. Alors moi, c'était l'anniversaire de ma mère il n'y a pas longtemps, donc elle a déjà eu un gros cadeau, donc ça sera simplement un petit bouquet de fleurs. Je vais l'acheter tout à l'heure d'ailleurs, et je vais lui offrir un beau petit bijou. Une chose est certaine, je crois que le soleil ne sera pas de la partie dimanche, et les conditions météo vont-elles poursuivre leur yo-yo vendredi, Alexandra, entre grisaille et éclaircie ? Après cette journée de jeudi bien grise, le soleil fera timidement son retour vendredi. Le ciel sera bien plus dégagé, mais il faudra encore compter sur la présence de quelques nuages. Les températures seront en hausse avec 22 degrés. Nous fêterons légèrement en ce 28 mai. Et demain, vendredi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19 h pour une nouvelle édition. Nous refermons ce journal avec les photos du jour, des photos de Manuel Vitali prises au large de la Corse lors de l'exercice de dépollution Ramogépol. À demain, très belle soirée à tous.